18 février. 18 février, justement, on célèbre la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette loi fondamentale, promulguée par Joseph Kabila Kabange, un certain 18 février 2006, a résisté à l'épreuve du temps. Une seule révision, 16 ans après l'évolution socio-politique. Est-ce qu'il faudrait encore garder cette constitution à l'État? Est-ce qu'il y a quand même eu des gains politiques en termes d'avancée pour la stabilité des institutions par rapport à la dernière révision de 2011? Faudrait-il changer le mode de scrutin? On dit de cette constitution être le fruit de belligérants, que ce soit des belligérants politiques, tout comme de belligérants militaires à l'époque. C'est un compromis, c'est vrai. Cette loi fondamentale a assuré un peu l'équilibre avec la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, mais aussi le législatif et le judiciaire. 16 ans après, c'est vrai qu'on n'a toujours pas une meilleure constitution, mais il est grand temps aujourd'hui de faire un temps d'arrêt, un break et réfléchir sur cette loi fondamentale et qui nous a donné l'alternance, 3 scrutins en faveur de cette constitution. Est-ce qu'elle est suffisamment expliquée? Est-ce qu'elle est suffisamment connue de nos enfants? Elle est suffisamment connue de nos étudiants? On en répond à toutes ces questions dans cette émission. Échange de vœux aux allures d'une causerie morale entre le commandant suprême des armées, Joseph Félix Tshisekedi, et les FARDC, la police. C'était hier au Palais de la Nation. Le ton est fort, hein, je dirais même ferme. Félix Tshisekedi a insisté sur le caractère apolitique de ces hommes en kaki, caractère en tout cas apolitique de ces corps de métier. Félix Tshisekedi dit il sera sans état d'âme, en tout cas vis-à-vis de tous ces militaires véreux et récalcitrants. Vous le savez, on a décrié les détournements des fonds, les détournements des rations des militaires au fond, des chefs de l'État, qui a également loué la bravoure de nos forces armées qui sont au front à l'est du pays, tout comme aux gardes des parcs qui payent leur vie pour la sécurité de notre flore et de notre faune. Madame, Messieurs, nous sommes vendredi. Ce sont là les 2 thèmes qui seront développés. On ne va pas non plus oublier la CENI. On va peut-être terminer la semaine avec la CENI et Nicolas Kazadi. Quelle des révélations encore. Et des révélations. Et ça se confirme. Denis Kazadi, Denis Kadima avait peut-être raison. On n'en sait pas et on en saura davantage. Bonjour. Bonjour Serge Kabongo et merci de l'invitation. Bienvenue à vous. Merci. Allez, Mac Gardidiana, bonjour. Bonjour Serge Kabongo, bonjour Abeledou, bonjour surtout aux téléspectateurs de Kiosque. Très bien. Allez, vous avez vu, on commence rapidement avec la CENI parce qu'on en a parlé pendant 3 jours. Pour passer peut-être au thème le plus important comme la Constitution. Oui, je crois qu'il y a un élément nouveau, il y a quelque chose qui a avancé. Nous apprenons de nos câbles que le ministre Kazadi s'est enfin rebiffé. Il aurait appelé le président de la CENI pour présenter ses excuses. Et cette information, quand je l'ai reçue, j'ai juste jeté un coup d'œil dans les réseaux sociaux et la télévision. J'ai vu l'attitude des communicants du ministre Kazadi, et c'était des communiqués qui vont dans le sens de Denis Kadima est un monsieur équilibré, est un monsieur intelligent, etc. Donc c'est-à-dire le narratif a changé. Et j'ai compris. Ils ont fumé les calmés de la paix. Oui, mais c'est ridicule, Serge Kabongo. C'est ridicule à ce stade de choses parce que ce petit conflit nous a permis quand même de voir la partie gênante du dysfonctionnement justement des institutions, parce que ce sont quand même des révélations graves. Comment expliquer qu'un ministre des Finances qui lui-même va organiser les dépenses d'une institution qui du reste est indépendante et autonome, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, et le scandale passe malheureusement par lui-même, alors que c'était lui le premier à dénoncer des surfacturations, mais non, la vérité finit par lui rattraper. On a vu dans les réseaux sociaux, on l'a vu, des documents authentiques où c'est son frère, son grand frère, entre guillemets, qui est son grand frère aîné, qui est soumissionnaire
des véhicules qui devraient être livrés à la Commission électorale nationale indépendante. Pourtant, Nicolas Kazadi et pourtant le président de la Commission électorale nationale indépendante avait sollicité la CFAO. Et donc, Serge Kabongo, je crois que ce sont des choses qui ne peuvent pas rester impunies parce que qu'est-ce qu'on n'entend pas? On n'entend pas venant du ministère des Finances. On nous parlerait de rétrocommission. Nous, on ne confirme pas. On nous parle de beaucoup de choses qu'on avait décriées ici dans le plateau. Mais cette histoire vient encore renforcer les inquiétudes des gens, des Congolais qui pensent qu'effectivement, il y a une sorte de prédation financière qui est organisée au niveau du ministère des Finances. Je pense qu'à ce stade des choses, il faut l'implication rapide de l'inspecteur général des finances, du DGF donc. Il faut auditer un peu ce qui se passe au niveau du ministère des Finances parce que cette histoire ne peut pas rester impunie. Mais au-delà de ça, moi je vois plutôt des injonctions politiques parce que c'est la CENI qui perd un peu de sa crédibilité, de sa valeur quand on dit surfacturation en ce qui concerne les charrets automobiles. Mais qu'est-ce qui ne viendrait pas avec quand il s'agira de passer des commandes pour les kits électoraux? Ici, la vraie question, c'est que c'est confirmé que l'entreprise SADA est née du centre de Tract Afrique et que son propriétaire, Jackie Kazadi, c'est les frères aînés du ministre des Finances. Il serait même le mari de Foucault. Marie-Josée Foucault, on ne confirme pas. Foucault, oui. Et c'est l'implication des politiques sur la machine électorale. Non, Serge, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une volonté délibérée. Il ne faut pas jeter en pâture la réputation de la CENI de Kadima. Non, il y a une volonté de Kadima. Et d'ailleurs, je vais vous signaler ici, peut-être que les gens ne sont pas informés, c'est Kadima qui a sollicité en son temps la collaboration de l'inspection générale des finances pour faire la lumière justement sur l'argent qui sera décaissé en faveur des opérations électorales. Et donc, dire aujourd'hui que la CENI déjà est impliquée dans une histoire de corruption, etc., il n'en est pas le cas. La non, ça c'est le ministre des Finances qui a dit ça. Justement, c'est ça le problème. Parce qu'il y a une chose, le fait de dénoncer, de dire qu'il y a surfacturation est une chose, mais le fait de le prouver en est une autre. Si Kadima n'avait pas tenu le point de presse où il avait clairement dit que la CENI n'avait pas d'argent pour les opérations, il fallait attendre le lendemain pour que nous voyions le ministre des Finances sortir de son silence et dire d'ailleurs nous disponibilisons 21 millions de dollars pour les opérations de la CENI. Mais n'eût été cette déclaration... Mais les 21 millions sont arrivés les mêmes jours. Justement, c'est ça le problème. N'eût été la déclaration de Kadima, la CENI n'aurait peut-être pas reçu les 21 millions de dollars. Et donc, Serge Kabongo, ici, il est question de transparence de la CENI. La CENI a manifesté cette volonté-là. Si Jules Alinguete est allé voir Kadima, c'est parce que c'était la CENI de Kadima qui avait sollicité cette collaboration-là et que les choses étaient claires. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le document, celui qui parle de la surfacturation, c'est par contre lui qui est mis en cause à travers une structure, une filiale qu'il a eu à donner un marché qui du reste est de gré à gré à son frère et qui engage même les dépenses de la Commission électorale nationale indépendante alors qu'il n'en a pas qualité. Et donc moi je crois que les sanctions doivent suivre, je vais terminer par là. Si les sanctions ne suivent pas, parce que il ne faut pas donner l'impression de ce qu'on a vécu, je crois, avec les PST. Il y a un conflit, on voit Kabouya, on voit, je ne sais pas, Tony Mwaba, et puis on parle des institutions, ben, on voit un arrangement d'un côté. Il ne faudrait pas qu'on vive ce qu'on a vécu un peu sous Ngobila, lorsque en son temps Ngobila a alerté sur l'argent que Kimbuta aurait emprunté pour le compte de la ville de Kinshasa, parce que lui ne savait plus des prix de 60 millions de dollars que la ville avait comme dette de Kinshasa, et c'est Kimbuta qui avait engagé ces dépenses-là. On a vu le PPRD à réconcilier les deux individus un dimanche, comme pour dire nous allons fumer le calumet de la paix. Non, lorsqu'on parle des finances publiques, cela ne doit pas se traiter avec aussi de légèreté, des simples excuses. Depuis la Belgique où il se trouve, ces communicants parlent des excuses, ils ont fumé le calumet de la paix. Non, il faut que les responsabilités soient établies, il faut que l'inspecteur général des finances suive de près et demande des explications. Il faut que le chef de l'État tape le poing sur la table, demande des explications à monsieur Nicolas Kazadi. Il a outrepassé à l'entreprise et à l'entreprise SADA, comment SADA a gagné ce marché-là, alors que le monsieur qui est responsable de cette entreprise se trouve être
un frère aîné du ministre. Et donc, ce qu'on a décrié sous Caméré, malheureusement, c'est ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Si c'est réellement, c'est son frère aîné, c'est que c'est mon beau-frère avec ma grande sœur, Yamaï José Infourou. Maïk Diana, c'est un scandale d'État, ça. Un scandale d'État. Sous d'autres cieux, en France, en Belgique, les têtes devraient tomber. Parce que vous avez vu, d'une question de financement des élections, amène à un autre débat sur la manipulation des chiffres et la surfacturation soulevée par les ministres des Finances. On ne sait pas pour quelle fin. Et après, l'IGF annonce son arrivée. Mais après, on nous renseigne encore, derrière cette histoire, il y a un soumissionnaire qui est les frères aînés biologiques de Nicolas Kazadi. On citerait les noms d'un certain Roger Tshisekedi, un proche cousin du président de la République, et l'autre là, les proches du président, on citerait encore son nom, Bifor Bisselele. Ils sont dans tout. Ça, c'est quand même des révélations graves. Merci Serge Kabongo. Au-delà de pouvoir citer les noms de gens, je crois que quand vous parlez des scandales d'État, moi je parle encore une fois de plus d'un problème des cultures de la corruption. Parce que, revenons, on parle ici de la sollicitation de Kadima pour l'IGF. Au-delà des questions de la sollicitation, regardez, quand on parle de la CENI, les deux juges, les deux instances habilitées à pouvoir contrôler la gestion de la CENI qui, dans l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement, consacre l'autonomie de gestion de la CENI, c'est la Cour de compte et l'IGF, qui généralement chemine avec la CENI pour pouvoir établir et veiller sur l'usage convenable et orthodoxe de frais de fonctionnement. Ici, la réponse est simple à cette question. Parce qu'il y a eu un problème, on a voulu gérer différemment. Les gens ont voulu outrepasser le texte pour pouvoir avoir une mainmise sur le fond de la CENI. Aujourd'hui, s'il faut considérer le réserve mis de côté par le pouvoir exécutif pour les élections, on parle aujourd'hui à 350 millions. Le premier palier était de 150 millions et puis 100 millions. Aujourd'hui, que le ministère des Finances veulent gérer la CENI comme sa poche, en parlant de 21 millions, la question serait pourquoi cette rétention de fonds? Moi, je le dis, malheureusement, vous en parlez aujourd'hui. Moi, j'en ai plusieurs fois parlé. J'ai dit, je crois qu'ici, le grand problème, les gens veulent gérer la CENI. Mais les effets pervers de cette procédure, Serge Kabongo, au-delà de ce que vous qualifiez de scandale d'État, le problème, c'est que c'est finalement donner des béquilles à des gens qui, depuis toujours, jetaient déjà de l'opprobre sur cette CENI-là. Notamment l'opposition. Il ne faudra pas oublier dans la temporalité. Historiquement, vous savez de quelle manière Denis Kadima a souffert malgré son expertise pour pouvoir finalement être à ce poste-là alors qu'il est passé par un process normal. Vous connaissez quels sont les éléments de langage utilisés par les opposants aujourd'hui pour pouvoir tirer à boulet rouge et discréditer cette CENI-là. Il faut donner encore des armes. Quand c'est le pouvoir exécutif qui continue à prêter le flanc, justement aux opposants et à ceux qui ont choisi comme politique, comme tactique, la politique de la chaise vide, ceux qui ont choisi la victimisation comme étant une politique, vous leur donnez raison. La question maintenant, c'est de me dire, est-ce qu'on n'a pas les temps suffisamment de pouvoir réfléchir avant de pouvoir agir? Je crois qu'à mon humble avis, je l'ai dit également sur ces plateaux, que la feuille de route et la communication de Denis Kadima était une forme de pression parce qu'il s'était heurté justement à un problème de gestion qui allait à l'encontre de textes, à l'encontre de prescrits. Finalement, il fallait faire une sorte de forcing pour pouvoir pousser le chef de l'État à s'y intéresser. Finalement, ça a payé. Hein, ça a payé. Oui, ça a fini par payer. Oui, parce que c'est les mêmes jours. La date du 11, c'est les mêmes jours-là qu'on a déboursé les 21 millions. Justement, pour pouvoir couvrir, c'est là où j'ai dit encore un problème de stratégie. Quand vous voulez vous engager, c'est pourquoi même en classe, on disait, même pour tricher, il faut être intelligent. Oui. C'est ça le grand problème. Mais comme vous êtes intelligent, c'est que vous avez beaucoup triché. Non, malheureusement. Moi, les amis savent que moi tricher peut-être Beledou, oui. Moi, voilà. En fait, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, Serge Kabongo, pour finir... Mais Bouya fait un grand tricheur, il facile. Non, je ne vais pas entrer dans le jeu des pieds Gérard, qui tire souvent sur les amis. Okay. Donc, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on peut être dans la dérision. Maintenant, c'est une question très sensible. Je veux que les gens qui sont le pouvoir exécutif, les gens qui sont aux côtés du chef de l'État, réfléchissent avant de pouvoir engager les bras de fer. Oui. Avec surtout des gens qui ont souffert justement d'une mauvaise opinion comme Denis Kadima. Les gens ont tiré peut-être maladroitement sur lui. Et aujourd'hui, nous en sommes... Et sur l'institution CENI, qui devrait assurer tout. Cette institution CENI part déjà désavantageux parce que les gens ont jeté beaucoup d'opprobre sur cette institution-là. Il ne faudra pas renforcer ces sentiments-là. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes, au niveau du pouvoir exécutif, le tandem pouvoir exécutif et CENI, il y a des cadres de concertation et des discussions. Je rappelle encore une fois de plus, dans le texte, la gestion de la CENI est accompagnée par la Cour de compte et l'IGF qui suivent pour veiller à la gestion orthodoxe. Y avait-il pas possibilité pour le ministre des Finances
ou pour le Premier ministre ou le gouvernement d'inviter par exemple le président de la CENI, peut-être avec 2 ou 3 membres de son bureau, dans une séance pour dire ils ont travaillé, on montre ça à la RTNC et à l'issue de cette audience, le président de la CENI peut revenir pour dire voilà, aujourd'hui le gouvernement nous a donné 21 millions, à part tout ce qu'ils avaient dit, qu'il y a des tirés à boulet rouge sur la CENI. Oui, je ne sais pas, mais Serge Kabongo, il y a malheureusement une gestion spectacle que nous offre ces derniers temps ceux qui sont aux affaires. Il y a des choses qui peuvent être traitées dans des cadres de concertation habilités, dans des cadres appropriés, malheureusement. On assiste malheureusement à des jeux de ping-pong. Mais parce que justement certains, notamment les ministres Kazadi, il est au centre de plusieurs scandales, selon beaucoup des câbles que nous avons. Imaginez-vous des services comme la Direction Générale des Migrations. Imaginez-vous des services comme quelques ministères, notamment le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un ministère de l'Intérieur fasse pratiquement de janvier jusqu'à ce moment pas de frais de fonctionnement? Est-ce que c'est logique, par exemple? Non, on dit c'est la bonne gestion, non, la canalisation des recettes. À la DGM, il y en a plusieurs secteurs où les gens se plaignent. Tu sais qu'il y a son téléphone qui sonne à tout moment. Mais hier, on disait ça de mon frère, comment il s'appelle? C'est Yalagouli. Non, mais Serge Kabouya était les premiers, et Kabound, Kabouya, je cite Kabouya. Kabouya était les premiers à tirer sur Sélé. Serge, s'il vous plaît. Mais Kabouya est maintenant à fond. Serge, vous savez, il y a des secteurs importants, prioritaires, auxquels le gouvernement devrait s'intéresser. Oui. Décaisser, par exemple, des fonds. La question électorale, c'est une question sérieuse, Serge Kabongo. Nous tous ici, nous voyons comment les opposants s'agitent, comment la communauté nationale et internationale font pression sur Tshisekedi pour la tenue des élections dans le délai. Faut-il rappeler ici que lors du conseil, avant-dernier conseil des ministres, Tshisekedi a clairement dit au gouvernement en termes d'injonction, vous avez suivi les comptes rendus des Mouillères. On se limite là. Il faut mettre de l'argent à la disposition de cette commission électorale nationale indépendante. Fallait-il attendre une déclaration médiatique de Kadima pour que Kazadi, oh oui, ça fait beaucoup de cas, ouais. Kazadi, les Kadima, pour que Kazadi s'exécute. Et donc, Serge Kabongo, je pense qu'à un moment donné, le ministre des Finances devrait se remettre en cause et voir les priorités de l'État, parce qu'on nous parle aujourd'hui des ordres de paiement qui sont décaissés au niveau des finances, parce que simplement il y a des rétro-commissions. Mais on privilégie ces ordres d'émission. Mais pourtant, les vrais problèmes sont là, il faudrait s'y intéresser pour que la République avance. Mais qui a sorti la lettre du grand frère aîné de Kazadi? C'est de bonnes guerres. Hein. Je ne sais pas définir si exactement c'est vraiment le grand frère aîné. Oui, je crois que... vous me le confirmez. Comme un confrère, je vous le confirme. Merci beaucoup. Serge Kabongo est une source crédible. Oui. En fait, au départ, quand on l'a présenté, quand on accusait Denis Kadima, moi j'ai eu un pamphlet disant que c'était le frère de Denis Kadima. Alors que je suis également au courant, pour avoir autant de contacts à la CENI avec des amis et des confrères qui sont là-bas, qu'il y a eu un appel d'offres et que CFAO aurait gagné pour pouvoir servir la CENI en termes de véhicules. Et que par la suite, depuis l'ouverture de pli et la confirmation de CFAO, la CENI s'est heurtée justement à des exigences venant du ministère de Finances. Maintenant, la question c'est qui a sorti la lettre du grand frère? Aujourd'hui, le problème c'est que ce qu'on déplorait autrefois, l'accès aux sources, aujourd'hui personne ne peut plus nous le cacher. Ah oui. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, oui. Croyez-moi, veillez juste à ce qui sont à côté de vous. C'est-à-dire, tant qu'on peut archiver, tant que les choses seront numériques, tant que les choses seront sur le plan digital, croyez-vous, vous ne pouvez pas se cacher. Mais maintenant, moi, je crois que Serge Kabongo, ce que je peux dire à ces stades ici, c'est que, c'est vrai, si on continue à laisser les choses pourrir, c'est au détriment. Ces débats, c'est vrai, j'ai assisté déjà à ces débats entre l'EPST et l'IGF. C'est vrai, on a essayé de taire les choses, mais il y a eu un effet pervers sur l'image des institutions et qui finalement a entamé jusqu'à ce qu'une opération de communication soit faite. Aujourd'hui, il faut qu'on aille, puisqu'on a opté pour la procédure de la sanction. Donc on va brûler les pays parce que son frère aîné n'a pas gagné les marchés. Mais Serge, il faut brûler les pays à cause de ça. Serge, il faut ternir l'image d'une institution. Le problème, c'est que parce que son grand frère n'a pas gagné un marché. Serge, le problème du Congo, je permets, le problème avec le Congo, c'est ça. Quand il s'agit de question d'intérêt, et aussi ce que je remarque de mal, c'est que la plupart des gens profitent de la confiance qu'ils ont dans le régime
pour pouvoir faire n'importe quoi. Voilà. C'est ça le problème. Je crois qu'à ce stade ici, le chef de l'État doit être regardant doublement. S'il faut punir aussi, maintenant je crois qu'il faut le faire. Mais dans tout ça, moi j'estime que la question de la CENI maintenant, il faut régler ces problèmes-là. Les textes sont clairs. On va passer à autre chose. Denis Kadima ne pourra pas gérer cet argent comme l'argent de sa maison parce qu'il a à ses côtés la Cour de compte et l'IGF pour pouvoir veiller sur ce qu'il fait, ses dépenses et autres. Merci. Maintenant là, le texte le dit clairement. Laissons à la CENI la gestion parce que le calendrier est grand. On a autant de faire, il ne faudra pas oublier que moi je suis de ceux qui estiment qu'il faut qu'on aille à l'identification. Allez, merci beaucoup. J'aimerais lire un avis scientifique donné par un professeur en économie. C'est un avis scientifique. Godin Poy. Voilà ce qu'il dit. Vous permettez. Qui est discutable aussi. Qui est discutable, mais c'est un avis scientifique. Vous savez comment nous négligeons des fois les aspects scientifiques. Lorsque quelqu'un parle en scientifique, il faudrait aussi écouter ce qu'il a dit. Et c'est une matière à réfléchir. Godin Poy dit. Alors, voilà ce qu'il dit. Au sujet justement de ce qu'a fait le ministre Kazadi, il dit « L'indépendance de la CENI et son autonomie financière ne sont pas une carapace contre l'audit public. Le contrôle politique Assemblée nationale tient certes le contrôle administratif, IGF, en État, mais ne l'ébahit pas. Dans le contexte actuel, l'IGF peut auditer la CENI. Le ministre des Finances et son collègue du budget ne sont pas non plus obligés d'exécuter une dépense dont la sincérité n'est pas certifiée par la liquidation qui est la CENI. Et donc, Serge Kabongo, aujourd'hui, on ne peut pas aller engager une dépense en faveur d'une institution sans la... Alors que cette institution-là n'a même pas confiance sur la certification de la prétention d'être plus honnête que l'autre. Et donc, Serge Kabongo, c'est très dangereux. C'est lui qui est plus honnête que Denis Kadima. Mais en creusant, on découvre que son grand frère... Je vais t'étonner ce que je veux dire. Sélé Yalagouli n'était pas trempé dans ces histoires. Je vais t'étonner peut-être. Et donc j'ai été très critique vis-à-vis de Sélé Yalagouli, mais ce que nous voyons ici, Sélé Yalagouli n'a jamais pris de l'argent pour aller acheter des véhicules à OCSAT par exemple. Parce que c'est une institution d'appui à la démocratie. Merci à Godin Poy, le président de l'Assemblée provinciale, pour ses éclaircissements. Mais salutations à Godin Poy. Allez, très bien, Godé. On attend la photo du dimanche, ça sera après-demain, Godé. J'espère que ça va peut-être nous aider à nous déstresser un peu par rapport à ces histoires. Il a sollicité une émission bilan de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et vous serez à l'honneur. Je vous passe déjà une information, une émission bilan sur le texte, parce que les gens parlent que peu des textes de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On va en parler. On voit que l'accoutrement, pourtant il y a des choses qui se font en sourdine. Allez, on va aller à la constitution du 18 février, mais je ne peux pas quand même quitter ce thème sans remercier M. Jackie Kazadi. C'est vous. Il semble qu'on veut brûler le pays à cause de vous. Excusez-nous, cher Jackie Kazadi. Vous pouvez même gagner d'autres marchés. Votre frère est ministre des Finances. Laissez cette CENI faire son travail. Il ne faut pas brûler les pays. Je sais que vous êtes mon beau-frère, mais ne brûlez pas les pays. Il y a des Congolais qui peuvent souscrire et gagner les marchés. Ce n'est pas parce que vous êtes proche de telle famille, de Tshisekedi, les pays ne vous appartiennent pas. S'il vous plaît, 16 ans déjà que cette constitution a été promulguée. On dit que c'est une constitution de compromission, de belligérants. Elle a résisté. Le mot compromission, je trouve... on dit des compromis. D'accord ou pas d'accord? Non, pas compromission, pardon. De compromis. De compromis. Oui, la compromission est péjorative. Certes, c'est vrai, parce qu'il faudra dire que moi, je suis d'un avis que cette constitution est également à 75% le reflet de la constitution de la France de 2008. Je suis de ceux qui estiment qu'il y a beaucoup de mimétisme dans cette constitution. Mais au-delà de ça, pour les résolutions des différents conflits politiques, justement, ça a été fait dans l'esprit de trouver un compromis. On était dans une république un peu partagée, ça et là, sur les questions sécuritaires, sur les questions politiques. On vivait un clivage qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, autant d'années après, je crois que 15 ans, après, il y a lieu de pouvoir revoir. Déjà qu'il y a plusieurs questions qui fâchent, il y a plusieurs questions. Avant de revoir, quels sont ces acquis de cette constitution? À part l'alternance au sommet, les équilibres, les droits fondamentaux. La plus grande force de cette constitution, c'est cette constitution qui nous a permis aujourd'hui, peut-être depuis les années 60, d'avoir des institutions stables, de pouvoir avoir une république avec une forme normative correcte, avoir une république aujourd'hui avec des textes, avoir une république qui marche sur des principes, avec une république qui n'évadrouille pas en fait. C'est ça le mérite de cette constitution. Si aujourd'hui on peut parler en termes de république, si aujourd'hui on peut parler en termes d'un État, c'est à cause de ce texte-là.
Mais cependant, un peu comme à la manière des autres, de gens qui nous ont aidés à pouvoir élaborer cette constitution, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être revues, oui, notamment sur les questions, les questions électorales, mais également, je crois que, à mon humble avis, même sur les questions d'équilibre de pouvoir, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être corrigées, parce que, à mon sens, aujourd'hui, le rapport entre les trois cercles du pouvoir semble ne pas marcher convenablement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chevauchements. C'est un problème de constitution ou bien c'est un problème des animateurs ou la bonne foi des acteurs politiques? Problème de constitution, problème de base. Je vous donne un exemple. Prenez par exemple l'amendement 22, si j'ai bonne mémoire, de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Parlons des questions de limitation des mandats et stipule de manière claire. Nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Là, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de dialectique. Mais lorsqu'on revient dans l'esprit de la Constitution de la République démocratique du Congo, on dit le mandat est de 2 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire on est dans la limitation ou dans la temporalité. Et quand vous prenez l'article 70, il n'est pas vraiment clair. Il n'est pas clair. Je vous dis, les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Mais maintenant, il y a des esprits mesquins qui pensent que rester en fonction, si c'était aux États-Unis, on sait que Obama quitte le pouvoir, mais il reste au pouvoir en attendant. Les élections sont irréversibles. Voilà. Mais chez nous, on pense qu'on peut ou ne pas organiser les élections et s'appuyer sur la disposition de l'article. C'est là où je dis, malgré l'orthodoxie, malgré l'esprit des constitutions. C'est pourquoi je dis que c'est pas en fait la constitution, chers confrères. C'est nous, Congolais, c'est nous, acteurs politiques, nous voulons donner une autre interprétation autre que celle que veut la Constitution. Non mais Serge Kabongo, c'est ça le problème. Parce que quand on parle de la Constitution, par exemple, il y a un esprit d'une Constitution. Il y a la lettre. Justement, la question de l'esprit, ça veut dire que quand on veut parler de l'esprit d'une Constitution, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'érigent en comment je dirais, des interprètes oui, de cet esprit-là. C'est lié à la culture aussi. Hein. Exactement. Maintenant, le problème, c'est que pourquoi rester dans cet esprit d'interprétation alors que certaines dispositions, on peut le faire de manière claire. Et qui n'appelle même pas à une qui ne doit pas appeler à des interprétations et à un débat. Voilà. C'est ça le grand problème. C'est là où je dis que le problème, c'est dans la Constitution, malgré l'esprit du Constituant, mais je crois qu'à ce stade ici, il y a des choses où on doit stipuler clairement. Tenez également compte de la culture de Congolais. Je suis de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, il faut faire évoluer la culture de Congolais. Il faut que le Congolais s'approprie de cette Constitution, mais cette population, on connaît avec une majorité écrasante de taux d'instruction faible, cette population ne sera pas maîtrisée à un texte bourré des éléments qui appellent à des interprétations. Aujourd'hui, certaines dispositions politiques doivent être décrites de manière claire, mais au-delà de ça, il y a autant de réformes à mener sur cette constitution, si on a le temps pour... Je vais revenir à vous. Je lisais tout à l'heure, clin d'œil à lui, le professeur Jean-Louis Sambo, doyen de la faculté de droit à l'université de Kinshasa, juge au Conseil d'État, il est conseiller au Conseil d'État. Le professeur Sambo dit que cette constitution nous a aidé quand même à une bonne distribution démocratique du pouvoir depuis les élections de 84 et de 84 jusqu'en 2006. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, cette constitution, mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui réfléchir 16 ans après, 15 ans après, sur les retours au détour? Quels sont les acquis de la suppression du deuxième tour en 2011? Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir le mode du scrutin? Les présidents doivent toujours être élus au suffrage universel direct ou bien au second degré? Est-ce qu'il faut? Merci beaucoup Serge Kabongo. Moi je pense que cette constitution a un avantage, c'est le fait qu'elle a été plutôt élaborée dans un contexte de belligérance. Comme vous l'avez dit. Ça assure même l'équilibre. Ça tenu à respecter les équilibres. Vous savez, c'était des rebelles de gauche à droite qui sont arrivés. Des militaires et des civils. Il fallait équilibrer. Trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu. Et chacun veillait au grain à ce que les intérêts des communautés minoritaires, les intérêts politiques, les droits fondamentaux, c'est même ça l'avantage de cette constitution. Moi je dis c'est un avantage. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas un avantage. Pour moi, le premier avantage, c'est cela. Et c'était aussi un avantage, je ne sais pas si c'est par providence, mais on a vu des têtes de gens équilibrés à l'époque qui ont eu le souci d'organiser. Je prends l'exemple du bureau de l'Assemblée provinciale et de l'Assemblée nationale du Parlement des transitions. On avait le Kamitatou, on avait le Louaka, sinon on avait Marini Bodo, on avait des gens équilibrés qui étaient là et qui veillaient à ce que... Et donc, nous avons une bonne constitution. Et d'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil aux constitutions des pays africains, d'autres pays africains qui sont sortis du même contexte que le nôtre, vous allez voir que du haut de nos 229
articles de cette constitution, nous avons la meilleure constitution des autres pays africains. Du RCA, du Rwanda, etc. Nous avons la meilleure constitution. Le problème, c'est la culture déséquilibre de l'homme politique. C'est là où, maintenant, je vous rejoins. Je ne suis pas d'accord avec Diana lorsqu'il dit que les problèmes, c'est au niveau de la constitution. Non. C'est nous. D'ailleurs, si peut-être qu'on l'ignore, vous savez que nous avions eu la constitution de Lulabour, qui n'a duré que, je crois, 2 années. Après, en 1967, nous avions une constitution qui a consacré... Lulabour encore, c'est quoi? Parce qu'il faut rappeler... En 1960, bien avant l'indépendance. Lulabour, c'est Kananga. Voilà. Je crois. Et donc, nous avions eu une constitution de 1967 avec Mobutu qui a consacré un État unitaire totalitaire, boycotté par les Tshisekedi, bien que Tshisekedi était parmi ceux qui ont rédigé cette constitution à Mobutu. Et donc, ça n'a duré que quelques années. Mais la constitution que nous avons actuellement, qui fête aujourd'hui, je crois, ces 16 années, c'est la meilleure. Et puis cette constitution, le peuple s'en est approprié, Serge. Ah oui. Regardez comment les gens sont morts à cause de cette constitution. Surtout l'Afrique 64. Moi, depuis que je suis né, c'est la première fois de voir en Afrique une maman comme celle qui crie Mosso, Mosso, crier lorsque la constitution est touchée. Et voilà. Mosso possible. Écoutez, nos mamans qui vendaient les pains, etc., on savait que ces mamans-là ne s'attaquaient qu'au Premier ministre, au président de la République. Maintenant, c'est la constitution. Ce soit à Doula. Maintenant, on s'intéresse même à la constitution. Et l'organe qui rédige la constitution, qui révise, c'est l'Assemblée nationale. Donc cette maman-là qui va le dire pour la connaître le nom de Mbosso. Et donc ça, c'est déjà une constitution qui est appropriée. Mais le problème, c'est que ça, je vais chuter peut-être par là, c'est tel que vous venez de le souligner là. Nous avons un problème de politique. Il y a ce que les professeurs ont appelé la fraude constitutionnelle. Vous avez évoqué, vous êtes très intelligent, Serge, vous avez évoqué l'article 70. Mais cet article-là consacre, c'est nébuleux. Les politiques s'en accaparent. Kabila nous a amené à ça n'appelle pas à une interprétation. Non. Même ça, Bitapou. Même les bouchons, qu'est-ce que vous voulez? Les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à... Et de 2016, ça nous a amené jusqu'au investissement de 2 années. Et donc, il y a l'interprétation. Malheureusement, les politiques prennent en étau la Constitution. Tout doit partir de la volonté politique, Serge. Si nous avons cette volonté politique, la culture politique, on ne va pas tailler les lois sur mesure, Serge Kabongo. Et donc, tous les problèmes de cette Constitution, c'est là. Ok, on taille sur mesure. Et chacun adonne une interprétation. Une interprétation, et malheureusement, ça n'amène rien. Par exemple, nous quittons de 1 tour à 2 tours. On dit c'est pour les développements. Alors, est-ce qu'on peut nous dire c'était quoi les acquis? C'était par rapport au calcul politicien. Non, Mende avait dit que c'était pour développer. Non, Serge, vous savez, moi j'ai dit, nous avons la bonne constitution, mais des fois on l'applique très mal, les dispositions de la constitution. Vous voyez par exemple, moi j'ai toujours décrié le fait qu'aujourd'hui on nous a démembré les provinces. Serge, il y a ce déséquilibre qui existe aujourd'hui, c'est à cause de la question qui je chute. Une minute, je chute. C'était ça la question. Justement, une minute, je chute. Comment expliquer que nous avons 26 provinces, je crois, actuellement, mais la CENI nous annonce que 17 provinces sont concernées par les élections. Et donc, ça dit que nous avons une crise. Une crise. 17 provinces. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça fait 70%. Vous allez dans des territoires, parce que ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des provinces, ce sont des territoires. Vous allez par exemple dans les Maïndombe, où vous avez un député qui est dans un hôtel, je le tiens d'un gouverneur. Un député qui est dans un hôtel et qui finit, il n'a pas d'argent pour payer. Il appelle le gouverneur à partir de l'hôtel. C'est pas l'hôtel M. Monsieur le gouverneur, le gouverneur dit, mais c'est pas sérieux, j'ai pas d'argent à carte. Le lendemain, c'est une question avec moi. C'est une motion. Et c'est comme ça, Serge, aller dans des provinces démembrées, des provinces là. Pourquoi je malheureusement. On a quelle qualité d'élite là-bas? Pourquoi je vous donne ça le problème? Je trouve quand même que c'est quand même extraordinaire. Quand j'ai lu l'interview du professeur Jean-Louis Sambo, il dit cette constitution consacre 30% des droits et libertés fondamentaux. On ne sait pas si on se l'approprie, est-ce que nous comprenons. Mais pour terminer, j'aimerais qu'on réfléchisse justement sur la décentralisation. Est-ce que 16 ans après, de ces côtés-là, il faudrait-il pas revenir aux 11 provinces ou bien il faut réajuster l'étude? Merci Serge Kabongo. En une minute, parce que... en une minute, permets-moi de faire une digression. Même si vous vous rendez compte, il y a 2 choses. Ce que Beledou parle de l'appropriation de la Constitution par le Congolais, je ne vois pas les choses de ce point de vue-là, dans la mesure où, quand vous parlez, les Congolais de cette Constitution, quand ils parlent de la défense de cette Constitution, c'est parce que les politiques, dans leurs intérêts, ont vendu 2 articles. L'article 220, l'article 64.
Ce sont les articles qu'on a mis tellement utilisés dans les éléments de langage tenant compte du contexte C'est politique. quand Kabila voudrait retoucher à la Constitution, on dit 220. Là où il me rejoint pour dire qu'il y a des problèmes dans cette Constitution, on serait d'accord avec lui que depuis l'histoire, c'est la meilleure Constitution de la République. Je ne la comparais pas aux autres pays comme la République centrafricaine parce que ce sont des États aujourd'hui qui vivent un temps de... C'est-à-dire ce sont des républiques en burn sur un terme cadre normatif. C'est vraiment pas des gens sur qui on peut se comparer parce que nous on a quand même pris de l'élan. Il faut viser très haut. Ouais. Maintenant c'est là où viser et aller ailleurs. Là où lui utilise l'expression, les gens ont taillé certaines dispositions sur mesure pour répondre à des finalités politiques. Moi j'ai utilisé les termes, c'est-à-dire c'est des dispositions aujourd'hui qui méritent d'être modifiées. J'ai été un peu plus élégant que lui. Lui d'ailleurs il est plus dur que moi. C'est-à-dire on a taillé des dispositions pour répondre à des besoins urgents et pressants politiquement. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de cette constitution-là. Sur la question de la décentralisation, je crois que là revient le problème de la culture. Oui, mais maintenant, on a vu... La décentralisation n'a pas payé, Serge. Il ne faut pas qu'on se voile. Parce que, à mon humble avis, je crois, cette idée a émergé plusieurs fois pour un pays comme la République, un pays continent. L'idée, c'était de pouvoir... de faire en sorte que les pulsions du pouvoir soient un peu plus approximatives de la base. L'idée, c'était de pouvoir mettre des gens avec une certaine autonomie pour pouvoir agir. Mais le comble est qu'on a décentralisé, mais dans, ça a créé dans notre mode de gestion, on n'a pas appliqué la politique qui convient. Un seul élément. Aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui estiment que la République démocratique du Congo a des provinces pauvres. Le problème, c'est juste trouver un capital productif pour que chaque province ressorte ses potentiels. Mike, si vous laissez le temps, vous risquez de déborder. Je finis. Oui. Tant qu'on ne sait pas équilibrer les dépenses, tant qu'on ne sait pas donner les moyens à ces provinces-là, le problème n'est même pas la Constitution. Est-ce que toutes les dispositions de la Constitution sont aujourd'hui appliquées? Non. On parle de la retenue à la source. Retenue à la source, la caisse de péréquation pour impulser. C'est un problème de complémentarité de texte. Donc c'est pas la loi en soi, mais c'est la politique appliquée. Même les institutions. Justement, vous voyez, quand vous dites la politique appliquée, c'est aussi la culture politique. C'est exactement. Vous rejoignez du Jésus Bélédou? Non, c'est lui qui me rejoint parce que je parle de la culture politique. Mais Serge, je ne veux pas entrer dans ce débat. Vous voyez, la Constitution nous parle des ordres de juridiction. Justement, c'était pour assurer cette indépendance-là au niveau des institutions judiciaires, etc. Mais aujourd'hui, lorsqu'on analyse les taux de corruption, par exemple, mais on se pose la question, à quoi sert, par exemple, les cours ou le Conseil d'État ou la Cour de compte ou ces autres cours créés là. Par contre, on a l'impression que ça c'est venu renforcer le détournement et la corruption. Et donc, il se pose un sérieux problème au niveau de l'applicabilité. La Constitution actuelle, elle est meilleure. Moi, je pense, s'il faudrait peut-être amender, comme il y a certains amendements, on peut le faire. Merci. Mais il faudrait beaucoup plus se pencher du côté des applications, parce que même au moment où nous parlons ici, il y a toujours des politiques qui ont cette velléité-là. Lorsqu'on prend un peu d'ivresse du lait, on veut tailler la Constitution sur mesure. Quant aux provinces, Serge, quant aux provinces, je suis d'avis que pour développer nos provinces, il faut revenir aux 11 provinces. Okay. Le 26 provinces, Serge Kabongo, 3 années de Tshisekedi, on ne parle que de détournement, on ne parle que des assemblées provinciales. Et des conflits entre les équipes. Voyez le Sankourou par exemple. Le Sankourou a passé, ça c'est un cas, a passé le temps pas à construire. Vers le Sankourou, moi j'y étais. C'était un gros village. Nous avons posé la question aux vieux innocents, on les rend aux autres. Un gros village où le gouverneur déchu n'était préoccupé qu'à faire son business de l'or. Allez, on va se limiter là pour aujourd'hui. Il y a quand même une disposition là, on dit tout mandat impératif est nul. Hein. La même constitution garantit cela, mais malheureusement, vous allez retrouver quelqu'un qui va amener une requête à la Cour constitutionnelle pour dire que les députés sont libres d'aller où ils veulent. Mais quand il faut déposer les candidatures pour être membre du bureau, on dit non, vous devez avoir l'aval de votre parti. Oui, c'est vraiment une interprétation à géométrie variable. Je prends le cas de ma province, la province de ma mère, le Nord Ubangi. Ça aussi, c'est très clair. On dit une démission doit être agréée par les chefs de l'État. Mais la Constitution ne donne pas les délais forclos pour cette prise d'acte du président. Mais depuis que le gouverneur a démissionné, le président, lui, il laisse, et on dit au même gouverneur d'assumer l'intérim. Est-ce que c'est des choses comme ça qui ne peuvent pas être dites noir sur blanc? Non, Serge, vous avez fait une mauvaise lecture. Serge, vous pouvez beau démissionner, mais le gouverneur qui est élu
par les députés provinciaux, mais ces gouverneurs-là, avant d'entrer en fonction, c'est une ordonnance présidentielle. Non, pardon, j'en viens, s'il vous plaît, c'est important. C'est important, ça. Non, je ne veux pas ça. J'en viens, non, parce que j'ai l'occasion de... Le débat, c'est le temps de la prise d'acte de la démission par le chef de l'État. Mais justement, c'est que la loi ne dit pas. Vous voulez faire quoi? Donc, il peut faire une année. Non, mais c'est pas la culture. Non, s'il vous plaît, il ne faudrait pas ici, comme on dit en français, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Non, et ne faisons pas un peu de l'amalgame. Le gouverneur a déposé sa démission bien avant que l'Assemblée provinciale ne siège pour le destituer. Et donc, en droit, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire. Celui qui nomme par ordonnance, qui prend acte, il n'y a que lui qui peut agréer cette démission. Et tant que le chef de l'État ne le fait pas, je pense qu'on ne peut pas venir sur un plateau s'agiter ou bien changer de pays. Mais par contre, moi je pense, on ne contredit pas. Moi je suis dans une logique normative. C'est-à-dire nous sommes une république. Une république sous-entend, c'est comme à l'Assemblée nationale. On dit si une loi est votée à l'Assemblée et au Sénat, dépasser 2 semaines, si cette loi n'est pas promulguée par le chef de l'État, elle est censée être appliquée, vrai ou faux. Mais on vous dit que le chef de l'État agrée une démission. Mais malheureusement, nous avons une très mauvaise culture politique. C'est-à-dire, on donne la latitude au chef, il peut ou ne pas agréer une démission pendant une année ou pendant toute une période d'un mandat. Et celui-là qui a démissionné, il reste en fonction. C'est bien dommage. Il y a des institutions, ceux qui se sentent lésés n'ont qu'à saisir des institutions habilitées. Mais justement, c'est ça la culture. Si au niveau des textes, il y a eu une lacune là-dessus, alors faisons évoluer les textes. Voilà pourquoi. Ne chargez pas les individus. C'est je soulevais cette question par rapport aux faiblesses de la Constitution. Justement. Non seulement les faiblesses de la Constitution, mais aussi la mauvaise culture ancrée dans les chefs de nos dirigeants. Parce que je suis président de la République, si quelqu'un démissionne, je sais apprécier au-delà de 2 semaines si je dois agréer ou pas. Serge Kabongo, votre inquiétude est légitime, mais je pense que là n'est point besoin de culture, c'est un problème normatif. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des insuffisances dans les textes qu'on est en train d'évoquer ici. En fait, vous n'êtes pas en contradiction. Comme le dit la théorie de l'acte contraire, ou encore moi j'utilise le parallélisme de forme. C'est-à-dire l'acte qui engage, c'est l'acte qui doit démettre. Mais maintenant le problème c'est dans les temps, dans la temporalité. Dans les chefs de celui qui dans la temporalité, dans combien de temps le chef de l'État doit décider, soit d'entériner, soit de rejeter les démissions. C'est ça le grand problème. C'est dans le laps de temps là. Il faut aussi dire ici que le gouverneur a été malin. Moi, je crois qu'il n'a pas démissionné parce qu'il le voulait. Il a démissionné par des calculs politiques, des stratégies politiques. Et surtout qu'il il savait qu'il y avait une destitution en gestation au niveau de l'Assemblée provinciale et il a été malin, il a précédé... mais la République ne fonctionne pas comme ça. Justement, c'est ça le problème. On n'a peut-être pas tout que vous déployez que la République ne fonctionne pas comme ça. Autant de l'élu du Jésus aussi vous dit, on ne peut pas concevoir que sur les 26 provinces, 17 provinces sont concernées par ces élections. Les députés provinciaux font du chantage au gouverneur pour exister politiquement et ça, un mot sur... Il en fait même dans... On va se séparer. Un mot sur la cérémonie d'échange de vœux, je disais tout à l'heure, qui a pris les allures d'une causerie morale entre les chefs de l'État, commandant suprême. Oui, c'est le commandant suprême qui a battu le rappel des troupes. Il a bien rappelé à ce commandant que, parce que vous n'êtes pas vous ignorez pas, je voulais dire que il y a eu une tentative entre guillemets de coup d'État. Les chefs de l'État devraient parler avec ses troupes et leur dire que le militaire est apolitique. Il ne devrait pas prendre cause pour un camp ou un autre camp politique. Et donc, c'était un rappel à leur serment. Et deuxièmement, les militaires ne font pas les commerces, les affaires. Il y en a qui, lorsqu'on les envoie dans la partie est du pays, certains même l'auraient décrié au niveau des gouverneurs militaires. On dit que certains s'y lanceraient, moi je ne le confirme pas dans le business. Et donc, c'était important de faire ce rappel des troupes-là. Il ne faudrait pas que la RDC subisse les sorts de pays africains, d'autres pays africains, et l'espace francophone. Et moi, je crois que le chef a saisi la balle au bon. Il a fait ce rappel-là, comme pour dire, et donc, le pays a besoin d'une stabilité. Nous comptons sur vous. On ne privilégie pas que la garde présidentielle, on ne privilégie pas que l'armée, mais aussi la police. Et les gardes des parcs. Les policiers s'étaient plaints du fait qu'on s'intéresse que moins de leur sort. Et donc, le chef de l'État a mis tout le monde à l'aise. Et je crois que cet exercice-là, c'était très important à la suite des événements qu'on a connus dans notre pays. Les contextes sécuritaires s'y prêtent, hein, avec l'interpellation de François Béat,
Est-ce qu'il y avait une toile d'araignée qui se tissait autour de l'armée? Mais vous avez fait la communication, moi j'ai fait le journalisme. Quand déjà les chefs rappellent les caractères apolitiques, quel est le non-dit? Je crois que vous comprenez. Aujourd'hui, même un commun mortel, il faudra... Il ne faut pas mettre de verre pour comprendre ça. Oui, la théorie du langage contraire. C'est-à-dire, on dit quelque chose, on sourdine, on pense à autre chose. Le problème, c'est que je crois que je suis d'accord du fait que le chef de... C'est une figure de style, oxymore. Oxymore. Ah, okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir affirmer l'avantage. Merci beaucoup. Vous avez fait les bonnes écoles. Non, mais il a fait des bonnes écoles. Pour une fois, vous avez dit... Vous comprenez, je suis d'accord au regard du contexte. Le chef de l'État saisit l'opportunité de cette cérémonie d'échange de vœux pour pouvoir... Il a boycotté les sommets Union-africaine, Union européenne, mais il reste pour parler avec la J'en viens. Je crois que la première des choses, le message subliminal qu'il a envoyé par là, c'est de prouver combien de fois il fait encore confiance à l'armée. Au-delà de ça, prouver à la face du monde qu'il y a la l'unité, il a le contrôle et il a le contrôle de l'armée. Maintenant, là où j'émets de doute, je crois que au-delà de la cérémonie formelle de l'échange de vœux, la causerie du chef de l'État ne devrait pas être mise en direct à la RTNC. Pour deux raisons. La première, c'est que, à mon sens, le chef de l'État avait beaucoup de choses à dire aux militaires. Puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle la grande muette. Puisqu'on sait tous qu'on vit une période assez difficile, quand il a donné l'impression de maîtriser et de contrôler les choses, par la suite, quand il vient tenir un discours qui, dans le fond, laisse transparaître des éléments d'inquiétude du genre « les militaires ne sont pas apolitiques », quand on le rappelle, ça veut dire qu'il y a un problème dans le fond. Ça veut dire que c'est des éléments qui viennent apporter un élément contre-productif. On aurait tenu la cérémonie d'échange de vœux dans le cadre formel, et laisser la RTNC partir, que le chef de l'État ait eu l'occasion d'échanger convenablement avec le militaire et le il a dit des vérités, il a fait des promesses aux militaires. À mon humble avis, je crois que c'est des choses qui devraient rester inbox. Merci pour des raisons de communication, pour compléter, par faire sa communication qu'il a fait, que moi j'ai trouvé ingénieuse, au regard du contexte qui est le nôtre. Très bien. Merci beaucoup, madame, monsieur. Merci à Jésus Bélédou. Merci beaucoup, Serge. Je m'envoie contredit. Belle cravate. Non, merci beaucoup. Merci. Merci à Mike Gardi Diana et merci à vous. Merci surtout pour l'après-plateau. Ah, merci beaucoup. L'après-plateau, on va aller à Kassavou, bien évidemment. Allez, prenez rendez-vous avec Kiosque, ça sera le lundi. J'espère bien que je serai à Kinshasa. Il n'y a pas de cotation aujourd'hui. En vie, il n'y a pas de cotation. Il n'y a pas de cotation. Kofi Olomide avec Dipanda. Est-ce qu'on peut avoir cette belle mélodie de Kofi? La chanson, c'est mon amour. Hein. C'est un vendredi, il faut un peu se détendre et se déstresser.